Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Panorama. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un métier bien connu dans nos pays de Savoie. Il s'agit de celui de fromager, une profession qui demande beaucoup d'exigences pour produire les fromages les plus emblématiques de la région. L'abondance, le Beaufort ou encore le Chevrotin seront au menu du jour. En entrée pour ce premier épisode, je reçois Caroline Moreno, directrice adjointe du lycée agricole de Contamine-sur-Arve, l'un des deux partenaires de l'Alpage École de Sulins, où nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, parlons un peu de votre établissement. Que proposez-vous comme formation autour du fromage à Contamine-sur-Arve? Alors, nous, on travaille en amont du fromage puisqu'on a des formations sur l'élevage, donc un bac professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole et un BTS production animale. Donc, au cours de ces formations, les jeunes apprennent à mener le troupeau, à pratiquer la traite, à réaliser les contrôles autour de la traite, les contrôles les plus simples, surveiller en fait l'état sanitaire du troupeau. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des mamelles, des vaches, ce genre de choses. Les techniques de vélage. Donc, ils voient l'insémination, tout ce qui est autour du troupeau, jusqu'à la production de lait. Ensuite, on va partir sur la transformation. Donc là, c'est l'autre établissement qui va prendre la relève, puisqu'on travaille avec les NILV qui, eux, sont spécialisés sur la transformation fromagère. D'accord. Alors depuis peu, vous bénéficiez de l'Alpage École à Sulins. C'est la première école pour les alpagistes en France. Le concept existait déjà dans les Alpes italiennes et suisses. Pourquoi envoyer vos élèves dans les alpages? Pour une immersion totale, en fait, être alpagiste, c'est un exercice qui souffre pas vraiment en fait l'improvisation, parce qu'on est dans des conditions de travail qui sont très particulières. On est limité en eau, on est loin de tout. Donc quand on a un problème, il faut savoir réagir sur place. Il y a des conditions climatiques qui sont très très particulières puisqu'on est en montagne, donc on a tous les aléas climatiques de la montagne. Et donc en fait, ce genre de choses, ça peut s'apprendre que si on est sur place. Donc les élèves viennent pendant tout l'été par roulement. Ils passent une semaine complète sur l'alpage et ils vivent au rythme du troupeau. Ils passent les nuits dans le chalet, donc ils doivent aussi apprendre à gérer la nourriture. Donc ils sont encadrés, il y a un moniteur berger, un moniteur fromager, mais ils vivent vraiment au rythme de l'alpage et du troupeau. Alors, vous les sensibilisez aussi au changement climatique. Est-ce qu'il faut que ces apprentis apprennent aussi à composer avec la nature? Alors là, on est en plein dedans en fait. On doit constamment s'adapter aux problèmes climatiques. Donc l'alpage, il est géré avec des panneaux solaires. On a tout un dispositif. On a des toilettes sèches. On a plein de choses comme ça. Et après, la gestion du troupeau se fait en fonction des conditions climatiques. La montée en alpage se fait quand il y a suffisamment d'herbe. On apprend à gérer en fait cette ressource aussi, qui est l'herbe, en fonction du climat. Quand il fait très sec, on voit que l'herbe elle pousse moins. Donc on va déplacer le troupeau en fonction de ces choses-là. Et on apprend à gérer la ressource en eau. Donc c'est une ressource qui est très précieuse, dont on a besoin pour faire la transformation en fromage. Donc on apprend à être vraiment très précautionneux là-dessus. Alors, on compte 59 000 hectares d'alpage en Haute-Savoie, répartis sur 1000 unités pastorales. L'objectif, c'est aussi de préserver le pastoralisme dans la région. Alors, en fait, le pastoralisme, il est indispensable dans la région. S'il n'y a pas de pastoralisme, vous n'avez pas de station de ski, puisque les montagnes seraient recouvertes de forêts. Donc, c'est indispensable à la fois pour la transformation fromagère, puisqu'on a des fromages qui sont très particuliers, qui ont souvent l'appellation en fait fromage de montagne. Et puis après, c'est une pratique qui est très économique en fait pour les agriculteurs, puisque quand les vaches sont à l'alpage, elles vont consommer moins de fourrage. Donc, c'est vraiment une pratique qu'il faut qu'on arrive à faire perdurer dans le temps, en faire la publicité. C'est pour ça que nous, on l'apprend à nos jeunes dès leur formation. Eh bien, merci Caroline Moreno. Je rappelle, vous êtes directrice adjointe du lycée agricole de Contamine-sur-Arve et vous êtes accompagnée de Clément Carrera, fromager moniteur sur l'école Alpage, qui va bientôt nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour Clément Carrera. Bonjour. Parlez-nous un petit peu du lieu. Nous sommes à 1610 mètres d'altitude ici dans le massif des Aravis. C'est un ancien chalet d'alpage. Racontez-nous un petit peu. Donc oui, ça c'est un chalet d'alpage qui a été repris il y a 5 ans par nos établissements en partenariat avec la communauté de communes des Vallées de Thône qui sont propriétaires de l'alpage et qui aujourd'hui contribuent à la formation des jeunes et à la formation des professionnels de la montagne, alpagistes
et tous les métiers qui tournent autour de cette profession. De quel équipement disposez-vous dans cette alpage école ? Donc nous, l'alpage, c'est une unité pastorale proprement dite. Donc il y a une écurie de 38 places de vaches à lait, traite tous les jours, et une unité de fabrication, transformation fromagère, transformation en abondance, fermier, AOP, et en tome de Savoie fermière, IGP. Alors vous accueillez près d'une centaine d'apprentis l'été. Ils viennent mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'école. Quand viennent-ils et comment se passe une session à l'alpage ? Donc les élèves, ils arrivent le lundi matin. On les accueille le lundi matin. Ils restent là toute la semaine jusqu'au vendredi soir ou au samedi midi pour les apprenants majeurs. Et ils vivent en immersion complète dans le lieu et ils vont gérer la partie production du lait. Et derrière, la partie transformation, donc ils vivent vraiment au contact du produit et dans le concret au jour le jour. Alors c'est vous qui animez cet atelier pour les étudiants, ce qui concerne le fromage. Quel type de fromage fabriquez-vous avec eux et qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement ? Donc nous, on fabrique du fromage tous les jours. Donc 5 jours par semaine, on va fabriquer de l'abondance de AOP. Donc c'est une pâte pressée mi-cuite. Et une fois par semaine, on va fabriquer de la tome de Savoie IGP, donc pâte pressée non cuite, qu'on va affiner sur place. Donc là, ils vivent vraiment le produit du début jusqu'à la fin, de la traite jusqu'à l'affinage. Et durant toute la semaine, on leur montre toutes les étapes de fabrication de nos produits. Quelles sont ces étapes de fabrication justement ? Déjà, la première, c'est la traite des vaches. Ça, c'est vraiment important qu'ils prennent conscience que pour faire du bon fromage, il faut faire du bon lait. Donc on est vraiment pointilleux et regardant sur la production du lait, en accompagnement avec le berger. Et après, nous, derrière, la partie fromagerie, on va venir transformer notre lait, donc en cailler le lait, décailler, chauffer, toutes les étapes nécessaires à la fabrication de fromage, jusqu'à la mise en affinage. Alors vous leur apprenez à gérer un troupeau et à transformer le lait à l'école, mais pas seulement, il y a aussi l'accueil du public aussi. Voilà, donc nous ici, Sulins, on est sur une zone très touristique, on est sur une montagne de promenade familiale, donc on a beaucoup de familles qui viennent se promener l'été, donc c'est aussi apprendre aux jeunes à cohabiter avec ce public, qui aujourd'hui est de plus en plus important, et c'est aussi un petit peu aller à la rencontre de ce public, pour leur apprendre aussi que l'alpage, c'est une unité pastorale, il y a des gens qui travaillent, qui y vivent, donc respecter les lieux sur lesquels ils sont. C'est une manière de les sensibiliser aussi à votre travail. Oui, c'est de la sensibilisation, et puis c'est aussi de la sensibilisation au respect de la nature. Il y a des chemins, on les respecte, il y a des gens qui travaillent, il y a des parcs, des clôtures, donc c'est vraiment respecter tout ça, notre travail, et pour pouvoir bien cohabiter avec tout le monde. Dernière question, avant de se quitter, le métier connaît actuellement une crise de vocation. C'est important de soutenir la filière justement à travers la transmission. Le métier de fromager n'est pas assez connu. Aujourd'hui, oui, on voit une baisse des fréquentations dans les écoles. C'est important qu'on conserve ce patrimoine, parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de notre patrimoine, la transformation, l'alpage. C'est quelque chose qu'il faut qu'on conserve. Et faut vraiment sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge, en fait, pour les intéresser à ce métier et à pouvoir vivre dans ce cadre dans lequel on vit tous les jours. Comment les intéresser justement ? En allant les voir au plus jeune âge, en fait, et puis en leur apprenant, en les prenant avec nous, en faisant de la formation professionnelle, vraiment pour sensibiliser à ce métier qui est un métier qui est passionnant. Puisqu'on c'est de métier, on travaille le vivant, et tous les jours c'est un métier qui change, parce que on travaille avec du vivant, donc il y a les aléas au quotidien, et c'est de la transformation, donc c'est intéressant, jusqu'à aller au produit fini, c'est vraiment passionnant. Eh bien, merci en tout cas Clément Carrera d'être venu avec nous aujourd'hui. Demain, on poursuivra nos échanges avec Albin Clara Bonnel. Il est chef fromager à la coopérative laitière de la Chambre en Maurienne.
profession fromager en Pays de Savoie. On en parle toute la semaine dans Panorama. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous sommes accueillis par l'Alpage École de Sulins, aujourd'hui à Serraval. Pour ce deuxième épisode, nous allons révéler tous les secrets du Beaufort grâce à la coopérative laitière de la Chambre en Maurienne. Son chef fromager, Alban Clarabonnel, est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous produisez plus de 6000 meules de Beaufort par an. Comment vous le fabriquez, ce Beaufort ? Alors, tout d'abord, nous, sur la coopérative, on est l'une des plus petites coopératives, parce que donc, pour fabriquer ces quelques 6000 meules, on transforme à peu près 2,5 millions de litres de lait sur l'année. Donc la fabrication du Beaufort, aujourd'hui on a modernisé les ateliers, mais la fabrication reste la même qu'il y a plusieurs années, puisque l'AOP a fêté ses 50 ans en 2018. Donc on a gardé le savoir-faire de nos anciens fromagers et on a juste essayé d'adapter notre outil à ce savoir-faire. Donc on garde encore des techniques de moulage différentes des autres fromages, puisqu'on moule encore nos fromages dans des toiles de lin et des cercles en bois. Donc peu importe la taille de l'atelier, on a gardé ce système de moulage. Ça permet aussi d'apporter une typicité au Beaufort, qui lui révèle aussi derrière son goût bien unique. On verra ça tout à l'heure. Quelles sont les différentes étapes de fabrication de ce Beaufort ? Alors nous, pour la fabrication du Beaufort, déjà, on est contraint par le cahier des charges de fabriquer le fromage avec ce qu'on appelle du lait chaud, donc du lait non refroidi. Donc la collecte du lait se fait avant la fabrication. Sur les gros ateliers, on collecte tous les matins le lait qui a été trait la veille au soir, plus le lait qui a été trait la veille au matin, et on mélange ces deux matières dans nos cuves de fabrication. Ensuite, nous y ajoutons derrière ce qu'on appelle la présure. Donc pour toute étape de fabrication, peu importe le fromage qu'on fabrique, on est obligé d'emprésurer notre lait. Nous, en zone Beaufort, la présure, elle est fabriquée sur les ateliers. Donc chaque atelier a sa propre présure. Derrière, bien entendu, on appelle ce qu'on appelle le décaillage. Donc quand on ajoute la présure au lait, ça va former un gros yaourt dans nos cuves de fabrication. Et le décaillage va permettre de découper cette grosse masse en petits grains de la taille d'un grain de riz, comme vous pouvez l'acheter dans le commerce. Le fait de découper le caillé va permettre de l'égoutter et d'augmenter la surface d'échange avec le lactosérum pour cuire le fromage. Une fois cette phase de décaillage terminée, on chauffe notre fromage à 54 degrés, puis on le maintient à cette température pendant une quarantaine de minutes avant de le mouler dans nos fameux cercles en bois. Ces cercles en bois qui sont de quel type de bois justement ? Alors les cercles sont en bois de hêtre. Voilà. Quels arômes retrouve-t-on dans le Beaufort ? Alors pour essayer d'être un peu plus à fond dans le sujet, le Beaufort, donc il y a 3 appellations au Beaufort. Donc l'appellation Beaufort qui est fabriquée du 1er novembre jusqu'au 31 mai. L'appellation Beaufort d'été qui lui est fabriquée du 1er juin au 31 octobre. Et l'appellation Beaufort Chalet d'Alpage qui est aussi fabriquée donc sur la période d'estive, mais dans des chalets d'alpage au-dessus de 1500 mètres d'altitude et avec le lait d'un seul troupeau. Donc le Beaufort, les arômes qu'on peut retrouver dans le Beaufort, alors si on prend un Beaufort fabriqué sur la période hivernale, ce sera des arômes beaucoup plus doux, avec une prédominance d'arômes un peu lactiques, de lait, de petit lait. Et par contre, sur un Beaufort qui est fabriqué sur la période estivale, on va retrouver une diversité beaucoup plus importante, avec des arômes un peu floraux, des notes de noisettes relativement prononcées et quelques notes de caramel. Très bien. C'est à l'affinage que les arômes du Beaufort se révèlent ? Alors oui, forcément, l'affinage joue un rôle important, mais la première des choses, si on veut un fromage qui ait des arômes diversifiés, c'est la qualité des laits. C'est pour ça que l'été, quand les vaches sont en alpage, qu'elles mangent beaucoup de variétés d'herbes différentes, on va avoir des fromages avec des arômes beaucoup plus diversifiés. L'hiver, comme les vaches sont nourries
exclusivement au foin, ça a donné un goût au lait un peu plus plat et donc forcément des fromages un petit peu plus plats en goût derrière. D'où vient le lait que vous utilisez pour la fabrication de ce Beaufort ? Alors pour la zone de collecte du lait pour la fabrication du Beaufort, ce sont les 3 vallées montagnardes de la Savoie, donc le Beaufortin Val d'Arly, la vallée de la Tarentaise et la vallée de la Maurienne. Et il y a des vaches particulières justement pour la fabrication ? Alors oui, on est un petit peu chauvin chez nous en Savoie, donc on a gardé exclusivement les 2 races typiquement savoyardes. Donc la race Tarine, qui elle est originaire de Savoie, de la vallée de la Tarentaise, et puis la race Abondance, hein, qui vient de la vallée d'Abondance en Haute-Savoie. C'est les 2 seules races qui sont autorisées à être utilisées pour la fabrication du Beaufort. Qu'est-ce qui lui donne cette saveur si particulière au Beaufort ? Bon, quel que soit le type de Beaufort finalement, c'est le lait ou les micro-organismes ? Ou les deux ? Alors on va dire que c'est le lait parce que déjà naturellement dans le lait il y a une présence de micro-organismes différents qui vont servir à faire que chaque meule aura un goût bien typique. Et puis derrière il y a le travail du fromager, le travail du caviste. Hein, donc on a une matière qui est déjà riche et notre travail derrière c'est de faire en sorte de cultiver ces micro-organismes pour développer le goût à notre fromage. Vous fabriquez les 2 types de Beaufort dans votre coopérative ? Oui, alors nous sur la coopérative on fabrique toute l'année, donc 12 mois par an, et donc on fabrique forcément les 2 types, donc le Beaufort et le Beaufort d'été. Vous avez récemment inauguré votre 2e cave. Dans quelles conditions sont entreposées vos meules ? Alors, je vais être un petit peu tatillon, je ne vais pas dire entreposer, je vais vraiment dire affiner, parce que nos meules, donc on les met dans des caves d'affinage qui sont aux alentours des 10 degrés, sur des planches en bois d'épicéa. Et donc derrière, on va apporter un soin à ces fromages réguliers. C'est-à-dire que on a la première phase qu'on appelle phase d'emmorgeage, c'est la phase où on va former la croûte du Beaufort, la fameuse croûte orangée du Beaufort. Donc elle va durer 1 mois et pendant ce mois-là, les fromages vont être frottés et salés tous les jours. Et après, une fois que la croûte est formée, on va continuer l'affinage, mais on va espacer un petit peu les soins du fromage. On va les saler et les frotter entre 2 ou 3 fois par semaine. Jusqu'aux 5 mois d'affinage minimum imposé par le cahier des charges de l'AOP. Et après, plus longtemps en fonction des demandes de nos différents clients. Alors pour finir, des petites idées de recettes pour cuisiner le Beaufort. On le retrouve déjà dans la fondue savoyarde, mais peut-être ailleurs aussi. Alors oui, alors moi personnellement, donc il y a forcément la fondue, la tarte au Beaufort qui est aussi très appréciée. Hein. En été, on n'a peut-être pas forcément envie de fondue, mais une petite tarte au Beaufort avec une salade verte, ça passe très bien. Et puis sinon, tout simplement sur un plateau de fromage, c'est encore là qu'on le découvre le mieux et qu'on l'apprécie d'autant plus. Si on devait le qualifier, ce Beaufort, quels adjectifs on pourrait lui donner ? Déjà majestueux, hein, parce que c'est un fromage qui a réussi à traverser les années. Au début, lorsque l'appellation a été créée, on avait en Savoie une exode rurale, donc ça a aussi permis aux peu de paysans qui restaient de s'en sortir, d'attirer des nouvelles générations, hein, de préserver l'agriculture de montagne. Donc à partir de là, on peut lui trouver toutes les qualités qu'on veut à ce fromage. Alors vous vous êtes récemment installé en Maurienne, pas très loin de chez vous. Pourquoi avoir décidé de fabriquer du Beaufort ? Alors, comme vous l'avez dit, moi je suis natif de la Maurienne, donc en plein cœur de la zone d'appellation. Je suis très attaché à mon territoire, que ce soit la Maurienne ou la Savoie en général. Donc, pour moi, ça me semblait très important de m'investir dans un travail ancestral. Donc, la fabrication du fromage, moi, du fait que je sois du milieu rural, m'a plu tout de suite. Et donc tout naturellement, je suis resté sur la fabrication du Beaufort, puisque je suis de la région et très attaché à ce fromage.
C'est une fierté justement de pouvoir fabriquer un fromage que l'on aime. Alors oui, c'est une fierté, d'autant plus que ce fromage est quand même grandement reconnu. Et puis c'est non seulement la fabrication du fromage, mais c'est aussi une fierté d'appartenir à une filière qui est forte. Hein, quand on parle de Beaufort, il faut vraiment imaginer qu'il y a toute une filière derrière. Il n'y a pas les producteurs d'un côté, les fromagers de l'autre. C'est vraiment le tout forme une seule et unique filière, avec notamment des structures qui sont gérées par les producteurs eux-mêmes, et un syndicat de promotion, une ODG, qui est géré par les producteurs. Une grande fierté. Et ben, ça sera le mot de la fin. Effectivement, le syndicat est très actif. Demain, dans le 3e épisode de Panorama, je retrouve Sylvie Billat. Elle est éleveuse de chèvres, mais aussi fromagère à la chèvrerie des Combettes en Tarentaise. Merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode de Panorama, la profession de fromager dans nos départements. On en parle toute cette semaine dans notre émission. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une éleveuse de chèvres et fromagère. Elle qui fait le choix de quitter le soleil et le bord de mer pour s'installer chez nous. Sylvie Billat, bonjour. Bonjour. Vous êtes arlésienne, vous venez de Camargue. Comment avez-vous atterri en Savoie ? Moi, en fait, je suis arrivée dans la région de la Tarentaise en 1992 avec des chèvres du Rove. Et en fait, je suis jamais repartie. Voilà. Comment ça s'est démarré. En fait, j'ai démarré dans un alpage qui avait été abandonné avec mes chèvres. Donc, c'était un travail de débroussaillage. Puis après, j'ai rencontré Christophe, qui est devenu mon mari, qui lui était natif du village de Pussy. Et de là, on s'est installé en Caprin. Et on a continué, enfin on s'est installé à Pussy. Pourquoi avoir choisi la Tarentaise pour installer votre élevage de chèvres ? En fait, ça s'est fait parce que je connaissais un berger qui m'a indiqué cet alpage-là. En fait, ça s'est fait comme ça, par relation. Et c'était un alpage qui avait été abandonné depuis 15 ans. Donc ça faisait très bien pour des chèvres. D'accord, alors actuellement, vous comptez 180 chèvres dans votre cheptel. Mais à vos débuts, vous en aviez beaucoup moins. C'est difficile de se développer quand on part de zéro ? C'est pas facile, ouais. Surtout les premières années. Les 10 premières années sont pas évidentes quand déjà on n'est pas du coin. Après, s'adapter au climat, au relief, la neige, l'hiver, tout ça, c'est pas facile quand on arrive du sud. L'adaptation avec les personnes du terroir aussi. Mais après, une fois que tout ça est mis en place et que ça marche pas trop mal, c'est quand même chouette. Sur votre exploitation, la fabrication de fromage, c'est un peu une histoire de famille. Vous travaillez avec votre mari depuis 25 ans et depuis peu, votre fils vous a rejoint. Tout le monde met la main à la pâte. Chez vous, quel est le rôle de chacun ? Alors en fait, on a oublié de dire qu'il y a ma sœur aussi, qui est aide fromagère avec moi depuis 12 ans. Et chacun a un rôle sur l'exploitation. Donc les garçons, c'est plus l'élevage, les parcs, la traite, les foins. Et les filles, c'est plutôt tout ce qui est fabrication, comptabilité, la vente directe, préparation des livraisons. Voilà. Qu'est-ce que vous fabriquez comme fromage sur votre exploitation ? Alors nous, on a plusieurs types de fabrication. On fait des lactiques, de la pâte molle, de la tome de chèvre fermière. On fait un type raclette, un type bleu de chèvre. On fait du sérac, on fait des yaourts. Voilà, donc il y a une grosse diversité. C'est assez varié. Très varié. Vous avez une vie bien remplie entre vos élevages et votre vie de famille. Comment arrivez-vous à concilier votre vie d'agricultrice, de mère et de femme à la fois ? Là, il y a un blanc. C'est pas facile tous les jours. Maintenant, ça va mieux parce que les enfants sont plus grands et qu'ils sont beaucoup plus indépendants. Mais ouais, effectivement, la vie d'agricultrice, c'est une sacrée organisation. Il faut se lever tôt le matin,
et être très très bien organisé tout au long de la journée. Et on ne compte pas ses heures, j'imagine. Voilà, mais ça c'est dès le départ, tu le sais quand tu fais ce métier-là qu'il ne faut pas compter les heures. À quoi ressemblent vos journées sur l'exploitation ? En gros, on se lève à 5h30. Christophe, il part faire la traite. Et puis moi, je démarre la fromagerie. Et en fait, je vais m'occuper de tous les fromages de la veille qu'il faut démouler, saler, mettre en cagette, emballer, enfin tout ça. Après, il y a le lavage. Il y a un gros travail de lavage. Et puis après, il y a la fabrication du jour à mettre en place. Justement, que fabriquez-vous du coup dans la journée ? En fait, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ça dépend, en fait, c'est varié. C'est jamais pareil. Il n'y a pas un jour la même fabrication. Et on va travailler en fonction des commandes. D'accord. Alors, travailler en exploitation agricole, c'est un choix de vie ? C'est un choix de vie. C'est pas un métier, c'est un choix de vie. Pourquoi ? Expliquez-nous ce choix. Pourquoi ce choix ? Ouais. Parce que moi, je suis née dedans depuis toute petite, que j'ai toujours aimé les chèvres. Après, j'ai fait des stages où je me suis éclatée en stage. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer de très belles personnes tout au long de ma vie qui m'ont beaucoup appris. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Quelles ont été vos premières expériences justement ? Vous aviez commencé Alors en fait, la première expérience, c'était un copain à mon papa qui était berger. Voilà, donc depuis toute petite, même si j'ai l'accent du sud, tous les étés, on les passait en alpage avec les moutons de Jeannot et Chêne. Voilà, ça a démarré comme ça. Après, je suis partie faire mes études agricoles à Digne-les-Bains, dans le 04, où j'ai fait un BEPA et un bac agricole, un BTA, en option élevage. Et puis après, j'ai travaillé 1 an en Suisse, dans les vaches. Mais en fait, ça ne me plaisait pas. J'adore les chèvres. Je ne pouvais pas me passer de mes chèvres. Et donc, je suis retournée dans le Var, à Colobrières. C'est dans le massif des Morts, où je me suis occupée pendant 3 ans d'un troupeau de 400 chèvres du Rove. Ça a démarré comme ça. Et en fait, il y a eu un incendie. Tout a brûlé. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur l'alpage de Pussy. Pourquoi avoir choisi les chèvres plutôt que les vaches ? Qu'est-ce qui vous ne plaisait pas ? En fait, ça ne s'explique pas. C'est feeling. On est tous différents. Il y en a qui vont aimer les vaches, il y en a qui vont aimer les brebis, il y en a qui vont aimer les chèvres. La chèvre, ce qui est particulier que j'aime beaucoup, c'est que c'est un animal qui est très sensible et qui est très rustique aussi, qui a les deux côtés, qui peut être à la fois sensible et dur. Et qui, si on est gentil avec, elle peut donner beaucoup. Voilà. Elles sont plus attachantes Elles sont que des très génisses. attachantes, très attachantes. Ouais. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir... j'ai 53 ans là aujourd'hui. Et même si ça a été très dur, j'ai l'impression d'avoir eu une très belle vie quand même. Donc par les paysages, par le fait qu'en montagne, on sent bien les 4 saisons. On est toujours dans la nature malgré tout. Bon après en fromagerie, on n'est pas toujours dehors, mais quand même, on a un beau site tous les matins quand on se lève. Quels sont vos projets à venir dans l'exploitation ? Là, c'est finir tranquillement jusqu'à la retraite et puis laisser la place à mes enfants et peut-être d'autres jeunes qui reprendront l'exploitation après. Ce sont vos enfants qui vont reprendre l'exploitation, c'est prévu déjà ? Alors là, pour l'instant, on a notre fils aîné qui est dans le GAEC. Et puis, on a ma fille qui est en études et qui peut-être va venir dans quelques années. Elle prévoit d'être fromagère comme vous ? Elle est en train de faire les études pour ça. Quel conseil vous donneriez aux jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer comme vous en Pays de Savoie ? C'est surtout beaucoup de volonté. Faut se battre beaucoup, tout le temps, avoir un caractère très fort et de toute façon c'est un métier de passion, donc il faut avoir la passion avant tout. Voilà. Mais beaucoup de courage et de persévérance.
Eh bien, merci beaucoup Sylvie Billa de nous avoir rejoints sur ce tournage. Demain, 4e et dernier épisode de Panorama, je reçois Axel Rebec. Il a quitté l'administration pour se lancer dans le métier de fromager. Il a fait le choix de quitter le ministère pour le Munster et bien d'autres spécialités fromagères. Pour ce 4e et dernier épisode de Panorama, je reçois un ancien fonctionnaire qui a pris un virage à 180 degrés pour consacrer son temps au plaisir de la table. Nous allons en parler justement de cette étonnante reconversion. Axel Rebec, bonjour. Bonjour. Du ministère au Munster, il n'y a que quelques lettres a priori. Qu'est-ce qui vous a décidé à changer de crèmerie ? Il y a quelques lettres et beaucoup de passion, parce que c'est la passion qui m'a donné envie de changer. C'était juste une envie de changer de métier. J'aimais beaucoup ce que je faisais dans mon métier, dans l'endroit aussi où je le faisais, et au service des personnes pour qui je le faisais. Et j'avais simplement un petit peu marre de ce côté métro, boulot, dodo, réunion, beaucoup de mails, beaucoup de bureaux. Et j'avais envie de retrouver le terrain et mettre vraiment à faire un métier passion. Et c'est ça qui m'a poussé à le faire. Devenir crémier, c'était un projet que vous aviez déjà en tête depuis longtemps ? C'était quelque chose que j'avais un petit peu dans un coin de tête, parce qu'évidemment j'aime le fromage, j'aime aussi le vin. C'est deux choses qui vont évidemment très bien ensemble. Et je me suis dit, c'est possible. J'ai simplement tapé devenir crémier sur un moteur de recherche et j'ai vu qu'on pouvait se former à ce métier assez rapidement, en un an en alternance. Et que c'était aussi un métier qui recrutait beaucoup, on pouvait faire beaucoup de choses. Donc c'est faisable, oui. Pourquoi avoir choisi ce métier plutôt qu'un autre ? D'abord, la passion du produit. Je dis souvent, je suis un bon vivant, donc j'avais envie aussi de faire ce métier où je peux aussi prendre du plaisir, m'éclater. J'aime manger, j'aime bien boire, j'aime partager, parce que le fromage, c'est aussi beaucoup de partage, que ce soit à l'apéro, que ce soit sur la fin de repas. On a tous fait des soirées fromage. Et j'avais envie de faire un métier qui me correspondait là-dessus. Et le fromage, c'était vraiment le produit qui caractérisait bien ce parcours. Alors, vous avez ouvert votre magasin rue Jean-Pierre Véra à Chambéry il y a tout juste un an. Il s'intitule Fromage et Breuvage. Visiblement, on ne consomme pas que du fromage. Quel est le concept ? Le concept il est assez simple, c'est une crèmerie, donc vente de fromage, produits laitiers, avec une petite partie cave à vin également. J'ai à peu près 80 fromages et une trentaine de vins, donc du fromage, du breuvage, dans une boutique tout à fait classique dans le centre-ville de Chambéry. Et il y a également un espace dégustation, donc c'est un bar à fromage, où vous pouvez venir vous installer et puis déguster une assiette, une planche de fromage avec un verre de vin, une bouteille, vous faire plaisir tout simplement. Donc sur place ou emporter. Alors, vous vendez aussi des fromages de la région, mais pas seulement. Oui, évidemment les fromages locaux, parce que Savoie, Haute-Savoie, c'est un terroir de fromage et la population est attachée. On a parlé du Beaufort beaucoup, il y a aussi d'autres fromages locaux qui utilisent très bien. Et ça représente un petit peu moins de la moitié de tout ce que je peux proposer en fromage. Et le reste, c'est effectivement des fromages de toute la France, d'étrangers également, des créations maison, parce que j'aime beaucoup transformer le fromage. Donc ça fait une jolie gamme, assez représentative à la fois des grands classiques et également des petites pépites que je suis allé dénicher au fur et à mesure de toutes mes découvertes et mes rencontres avec les producteurs. Alors justement, on peut parler un peu des créations, si vous pouvez nous en citer quelques exemples. Oui, il y en a un qui s'appelle le brie du moment, qui est un brie que je transforme au fur et à mesure des saisons. En ce moment, sur l'automne, c'est un brie date et amande, donc plutôt un mélange sucré-salé, avec le croquant de l'amande et puis la pointe un peu plus sucrée de la date. Ça marche très bien. Évidemment, pour les fêtes, il y aura le classique brie aux truffes. J'ai beaucoup travaillé les herbes aussi sur l'été, donc le basilic notamment. Un autre fromage création maison que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Black Léo. En fait, c'est un Saint-Nectaire au poivre, donc du poivre noir concassé dans un Saint-Nectaire. Et le poivre va aller parfumer toute la pâte et ça va faire quelque chose de très moelleux, très parfumé, avec vraiment l'arôme du poivre, mais sans la puissance, sans la force. Est-ce que vous avez d'autres projets sur le feu ?
Beaucoup. J'ai plus de projets que de temps pour les faire. L'idée aussi de Fromager Breuvage, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses organisées. Tous les mois, il y a des soirées dégustation pour découvrir les vins, les fromages, les producteurs, les vignerons avec qui je travaille. Parce que j'aime bien mettre les visages aussi derrière chaque produit, et vous le faites très bien avec Panorama. Et donc ça fait partie des projets. Dans les autres projets qu'on a, c'est continuer aussi à mettre en avant ces produits. Il y aura des journées dégustation autour de la raclette, autour de la fondue notamment. Et un autre projet aussi qui me tient à cœur, c'est suivre un petit peu les tendances de consommation. Ça, c'est très très intéressant. Et notamment travailler sur tout ce qui est street food. Donc cet hiver, on pourra notamment venir déguster de l'aligot. Qui sera fait toute la matinée à Fromager Breuvage, et repartir avec sa petite barquette d'aligot et se régaler avec. Quel a été le regard de votre entourage sur cette reconversion ? Il y a eu deux regards. Il y a un regard en mode ah bon, donc très, très étonné, mais agréablement étonné. Et le regard que j'ai le plus eu, c'est génial. Et c'est surtout le métier et le mot fromage et breuvage qui ressortait beaucoup. C'est génial parce que le concept est génial. Et la reconversion dont vous avez parlé est effectivement assez surprenante et assez marrante. Et j'en suis très fier. Vous repensez parfois à votre ancien métier ? Vous n'avez pas de regrets ? Alors j'ai zéro regret. Parce que j'ai adoré ce que je faisais et j'adore ce que je fais. Aujourd'hui, je m'éclate, je suis épanoui. Et est-ce que je repense à mon ancien métier tous les jours et plusieurs fois par jour, puisque je travaille dans le secteur de la communication et je communique beaucoup sur ce que je fais, sur ma crèmerie. Donc oui, ça me sert beaucoup et je continue beaucoup de m'en servir. Vous continuez toujours un peu la communication finalement. Je continue beaucoup, ça fait partie de cette aventure, et ça fait aussi partie quelque part de cette fonction de chef d'entreprise où il faut tout faire, on a plein de casquettes et la partie communication en fait partie et il faut communiquer, donc oui, je suis content d'avoir fait ce métier pour l'utiliser au mieux aujourd'hui. Ça vous plaît justement d'être un peu multicasquette ? Oui, j'adore, c'est pas toujours simple, clairement. C'est aussi stimulant que fatigant. Il y a des journées où je suis vraiment fatigué physiquement, mentalement, mais une bonne nuit de sommeil et ça repart, et j'adore ce que je fais. Je suis très épanoui aujourd'hui dans ce que je fais. Ça prend du temps, mais le fait de faire et de la communication et de la compta et vendre du fromage et réfléchir au projet et de venir vous voir comme par exemple aujourd'hui, ouais, c'est absolument super, ouais. Je m'éclate. Qu'est-ce qui vous a épanoui justement dans ce nouveau métier ? Le contact au terrain. Vous avez fait venir des producteurs, des productrices. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais avec beaucoup de plaisir, c'est aller rencontrer les personnes qui font le fromage, qui font le breuvage. Et j'adore être sur le terrain. J'adore aussi raconter toutes les histoires derrière, expliquer un petit peu aux clients d'où vient ce fromage, d'où vient ce vin, d'où vient cette bière. Et ce que j'aime aussi plus, c'est faire plaisir, donc me mettre au service de ma clientèle, écouter un petit peu les attentes et puis trouver justement tous ces nouveaux projets à chaque fois pour faire vivre Fromage et Breuvage. C'est ça qui vous plaît aussi, c'est un peu de pédagogie auprès de vos clients ? Oui, c'est pas la partie la plus simple parce que le mot pédagogie il est très juste parce qu'il y a un très gros travail de pédagogie. On a tous envie aujourd'hui de manger local, manger sain, de faire vivre une filière fermière et c'est très important. Mais ça demande de la pédagogie effectivement aux clients pour que chacun comprenne que si on consomme de saison, si on consomme local, on n'a pas forcément toujours ce qu'on veut. Donc il faut s'adapter à ça et le comprendre. Et c'est un vrai travail d'éducation, de pédagogie et qui est prenant aussi, qui n'est pas simple, mais qui est assez chouette à faire. Quel message vous véhiculez au quotidien auprès de ces clients ? Régalez-vous. Non, je le dis souvent, je le dis à chaque fois quand mes clients partent, c'est santé et régalez-vous parce que quand les personnes viennent à Fromage et Breuvage, ils viennent se faire plaisir, ils viennent chercher du fromage et des breuvages, c'est quand même assez sympa. Et donc c'est un lieu de plaisir. Donc l'accueil avec le sourire, le service avec le plaisir, et après proposer vraiment de la qualité et des histoires dans le produit pour qu'on se régale derrière. Et puis dans la façon de faire aussi ce métier, j'aimerais sortir du côté très solennel également du fromage. Le fromage, c'est pas que le plateau de fromage en fin de repas, c'est aussi plein d'autres moments. C'est un petit peu quand on veut quelque part, et j'aime bien cette image du fromage. Pourquoi ?
Parce que c'est quelque chose qui se fait un petit peu n'importe quand. On ouvre le frigo, on boulotte un petit bout de fromage, on le fait le fromage à l'apéro. Et puis, c'est pas que des cubes de fromage, ça peut être travaillé sous différentes formes, en sucré, en salé. Vous mettez du miel, vous mettez des épices, vous pouvez tester plein de choses. On peut faire ces fromages chez soi. En fait, c'est un produit qui est vivant et ça doit se sentir derrière sur les personnes avec qui on le partage. Et ça, c'est ce que j'aime aussi. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure ? Foncez, parce que c'est un métier passionnant. Donc, comme tout métier passionnant, ça demande de l'investissement, de l'énergie. Mais foncez, parce que c'est un métier qui recrute. Il y a quasi 3500 crémiers, crémières aujourd'hui en France. C'est un métier qui forme, qui donc diplôme. C'est un métier qui aujourd'hui accompagne avec la formation, qui est prise en charge. Et c'est un métier qui est absolument passionnant. On ne fait pas que de la boutique à couper et emballer du fromage. On rencontre beaucoup de personnes. On se déplace. En plus, ici, en Savoie et en Haute-Savoie, on a un cadre de vie absolument génial pour le faire. Donc, foncez. Merci Axel Rebec. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci de votre fidélité et à très vite sur Panorama.